Les amis, nous allons voir donc la suite du chapitre 2 sur les calculs des poutres longitudinales. Bonsoir chers tous, j'espère que vous allez très bien. Nous allons continuer donc nos séries de formations sur la chaîne Jinkunga Tutoriel. Ce soir, nous allons donc continuer le chapitre 2 qu'on avait commencé depuis l'avant-hier, justement sur les calculs des poutres longitudinales. Les amis, donc déjà on avait commencé cette partie ensemble avec vous. On avait vu comment prédimensionner une poutre, mais aussi comment calculer ou trouver la retombée justement de la poutre. Et je vous avais expliqué à quoi servent les mécanismes de rupture, mais aussi comment l'ingénieur peut donc passer directement au dimensionnement. Alors nous allons justement enchaîner ce qu'on avait commencé l'avant-hier comme je l'ai dit. Mais retenez que la formation que nous sommes en train de faire les amis est très importante, car ça va vous aider de pouvoir maîtriser les calculs des structures à la main. Puisque l'idée générale est que l'ingénieur, c'est quelqu'un qui n'est pas, donc, qui ne peut pas se comporter en fait comme quelqu'un, comme celui qui ne connaît rien. D'autant plus que vous avez passé 5 ans à l'université, voire même 6 ans, ou peut-être 4 ans, ok, y compris la préparatoire. Et donc, l'ingénieur est censé de bien maîtriser les calculs des structures à la main. Certes, c'est vrai, à ces jours, nous le savons très bien, il y a déjà des logiciels très performants qui permettent à un ingénieur de pouvoir bien dimensionner le bâtiment, bien dimensionner les poutres, par exemple, les éléments porteurs de la structure, mais aussi de bien faire ses études à ce qui concerne les ponts, les digues et tout ce qui va avec. Mais qu'à cela détienne, souvenez-vous toujours que celui qui maîtrise les deux au même moment, ok, sera beaucoup plus compétitif que celui qui ne maîtrise pas les calculs des structures à la main. Donc, aujourd'hui, nous allons donc enchaîner la même formation qu'on avait commencé plus tôt. Donc, je vous prierai tout simplement de rester attentifs. Abonnez-vous massivement sur la chaîne, likez nos vidéos ainsi que commentez. Si vous êtes prêts les amis, suivez-moi tout simplement après ce générique. Je l'ai dit au début de cette formation, nous allons donc continuer nos séries de formations sur Jinkunga Tutoriel, le pack complet des calculs des structures d'un appartement R+5 à la main. Aujourd'hui, nous allons enchaîner le chapitre 2 qu'on avait commencé ensemble avec vous sur les calculs de poutres longitudinales. À l'entrée des jets, ce que je vais d'abord faire à présent, donc je m'aimerais faire tout simplement marche en arrière, afin de voir encore une fois de plus ensemble avec vous ce qu'on avait vu l'avant-hier. À l'entrée des jets également, je vais souligner ou rappeler à tout le monde, acheter donc ce pack complet. J'ai conçu en fait un livret, ok, donc c'est les documents que je suis en train de présenter ici. Et donc c'est les calculs des structures à la main du début jusqu'à la fin d'un bâtiment, bien sûr, R+5. Contactez-moi inbox. Le prix n'est pas du tout cher. Vous achetez ces livrets. Je vais directement vous les envoyer soit via votre adresse email ou soit par exemple via WhatsApp. Vous achetez et vous l'aurez sans problème. Ça va vous aider de bien maîtriser les calculs des structures à la main. Et pendant que vous lirez ces livrets, si vous avez des soucis, vous avez donc des suggestions ou des questions à poser, vous m'écrivez directement soit par mail ou bien par WhatsApp. Et puis je vais intervenir afin de vous aider concernant tout ce que vous aurez comme difficulté. Les amis, l'avant-hier, c'est qu'on avait vu ensemble avec vous dans ces chapitres des calculs de poutres longitudinales. Premièrement, je vous avais montré d'abord, on avait vu donc la définition dans sa globalité. Comme vous le savez, généralement, nous avons plusieurs types de poutres. Il y a ce qu'on appelle
les poutres continues, mais aussi des poutres isostatiques par exemple. Alors quand on dit une poutre est continue, donc en quelque sorte c'est une poutre hyperstatique. Ok, donc une poutre ayant plusieurs travers. Mais tandis qu'une poutre isostatique, c'est une poutre reposant sur des appuis. Alors en termes de définition, c'est qu'on avait dit. On avait dit que les poutres qu'on aura donc à traiter dans ce chapitre sont des solides linéiques à 3 dimensions, mais dont l'une des dimensions est nettement supérieure par rapport aux deux autres. Donc, elles sont généralement utilisées comme éléments porteurs de la structure, mais aussi de l'ossature d'un bâtiment pouvant donc assurer la stabilité de ces dernières. Alors, par rapport à l'hypothèse des calculs, je vous avais dit que pour les poutres que nous avons à calculer, ce sont des poutres continues, comme je viens de les dire, c'est-à-dire sur plusieurs appuis, en section en T, dont le dimensionnement se fera de la manière suivante. Donc, pour calculer ou prédimensionner, les poutres ou la poutre, c'est-à-dire, je vous avais montré la formule que vous voyez ici dans les deux formules. Déjà, pour trouver les HT, qui est bien sûr la hauteur totale de la poutre, je vous avais dit que c'est juste question de prendre dans le L, divisé par 15, doit être inférieur ou égal à HT, inférieur ou égal à L sur 10. Maintenant, pour trouver la base de la poutre, vous allez donc prendre les HT, la hauteur totale de la poutre calculée, vous les divisez tout simplement par 2 et vous trouvez directement le B0. Donc le L représente tout simplement la distance la plus longue de la série entre deux appuis consécutifs. Donc ça dit portée de la poutre. Mais cependant, les HT n'est rien d'autre que la hauteur totale de la poutre. L'épaisseur de la dalle, bien sûr y compris. Et le B0, comme je viens de le dire, c'est tout simplement donc la base de la poutre. Étant donné que vous avez très bien compris déjà la formule, eh bien, je vous avais montré également comment prédimensionner donc une poutre. Dans le prédimensionnement, regardez ce qu'on fait. On avait justement remplacé L par sa valeur. Comment je trouvais la portée des 4,15 m ou carrément des 415 cm? C'est justement à partir du plan. Ok, c'est donc à partir d'ici. Vous voyez? Ça, c'est tout simplement la vue en plan. C'est comme je vous avais dit, à partir de cette vue en plan, j'ai la possibilité de voir très bien la portée de 4,15 m. Mais cependant, dans le prédimensionnement et dans le dimensionnement, l'ingénieur travaille avec le plan qu'on appelle le plan de poutraison. C'est beaucoup plus important. Le plan de poutraison. Pourquoi? Puisque le plan de poutraison, en fait, donne une idée claire à l'ingénieur de voir comment est-ce que les poutres vont passer, sous la dalle. Donc, c'est comme si que l'observateur se trouve en bas et en train de regarder maintenant au-dessus, dans les sous de la dalle. Et vous voyez très bien comment est-ce que les poutres principales vont passer, mais aussi les poutres secondaires vont passer. Ou des poutres longitudinales vont passer, mais aussi des poutres transversales vont passer. Alors, une fois que l'ingénieur trace le plan de poutraison, c'est à travers ce plan de poutraison que l'ingénieur maintenant aura la possibilité de prédimensionner soit la dalle, comme on avait fait au début, la poutre, et voire même tracer le plan qu'on appelle le plan de mécanisme de rupture, qui donne également une idée claire à l'ingénieur de voir comment est-ce que les fissures vont se faire facilement sur le panneau, bien sûr, tout en considérant la sollicitation ou la charge sur nos poutres. Donc, comprenez seulement que le plan de poutraison sera tracé, bien entendu, à fonction de la vue en plan. Ok? Par exemple, ici, vous allez voir ici que si seulement on regarde cette vue en plan, ça donne une idée, c'est comme si que ici il n'y a pas une poutre. Vous voyez, c'est comme si ici il n'y a pas une poutre. Ok? C'est une poutre donc discontinue. Mais en réalité, si vous prenez maintenant le plan des ruptures ici, vous allez voir qu'en réalité, la poutre, elle est continue. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle l'ingénieur est censé de tracer d'abord le plan de poutraison. Je vous avais montré les plans de poutraison lorsqu'on avait commencé les calculs de la dalle. Allez-y, jetez un coup d'œil, vous allez voir comment tracer les plans de poutraison. Alors, mais
qu'à cela détienne, je peux voir également ici, puisque ça en réalité c'est le plan des ruptures, mais donc qui est fait en fonction bien sûr du plan de poutraison. Donc la grande portée qu'on avait trouvée est de 4,15 m. Ok, c'est un plan symétrique. Donc le 4,15 m que vous voyez ici, c'est ce que j'ai également de l'autre côté ici. Et donc, étant donné que cela est de 4,15 m, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je rentre directement ici. Ok, je remplace tout simplement L par sa valeur. Donc j'aurai 415 cm. Qui sera divisé par 15, doit être inférieur ou égal à HT, inférieur ou égal à 4 mètres ou 415 cm sur 10. En calculant, j'ai trouvé donc la hauteur HT égale à 40 cm. Donc c'est ça la hauteur totale de la poutre. Et après, maintenant, je pris pour calculer trouver la base, donc HT 40 sur 2, ça me donne directement une base de 20 cm. Donc à ce niveau ici, je finis avec le prédimensionnement de la dalle. Disons comment, de la poutre. Je vais prédimensionner dans la poutre. Alors, maintenant, cela ne suffit pas. Vous allez comprendre que cette hauteur, le HT ici, est connue, puisque c'est la hauteur totale de la poutre. La base B0 ici est connue. Ok, donc le H0 également, l'épaisseur de la dalle est connue. Mais seulement, je suis obligé également de trouver maintenant la retombée ici. Ok, cette hauteur de retombée n'est pas connue. Bien sûr, le principe nous dit que, comme je vous avais dit, la hauteur de la retombée ne peut pas être inférieure à l'épaisseur ou à la hauteur de la dalle. Carrément, autrement dit, donc, la hauteur de la retombée ne peut pas être inférieure aux tables de compression. Vous voyez donc, ça doit être toujours supérieur, d'autant plus que elle va supporter la charge supérieure ici. Le B ici, je vous avais dit qu'on a pris un pas, donc justement, considéré comme on avait pris une portion ou une portée de 1 mètre. Ok, donc en centimètres, ça fait 100 cm. Comment calculer maintenant la retombée? Je vous avais montré aussi comment calculer la retombée. Qu'est-ce que j'avais dit ici? Nous savons que la base de la nervure ne peut pas être supérieure à la retombée. Exactement, c'est comme je viens de dire. D'où par conséquent, comme dans notre cas, nous avons donc la base B0 égale à 20 cm, qui est bien sûr la base de la poutre. L'épaisseur H0 de la dalle est de 15 cm, mais aussi la hauteur totale de la poutre est de 40 cm. D'où la retombée maintenant sera tout simplement égale à quoi? Donc le H de retombée sera égal à HT moins l'épaisseur de la dalle, donc 40 moins l'épaisseur de la dalle. Et je trouve directement une hauteur de retombée de 25 cm. Et c'est génial. Et après cela maintenant, on était passé directement dans les dimensionnements. Alors, avant de dimensionner, je vous avais dit les amis, à ce stade, nous sommes obligés premièrement d'évaluer nos différentes charges. Nos différentes charges qui sont appliquées justement sur les poutres. Alors, comment je fais pour tracer d'abord ce mécanisme de rupture ou ce plan des mécanismes de rupture? Vous allez les comprendre très bien que c'est tout simplement à fonction de plans de poutraison que j'ai tracé en fait le mécanisme de rupture que vous voyez ici dans chaque panneau. Mais aussi, je l'ai coté. Ok, le plan est coté et en même temps nommé. Par exemple, à ce qui concerne la nomenclature, vous allez voir que j'ai combien de poutres longitudinales ici. La première poutre, c'est la poutre PL1. C'est la poutre qu'on avait déjà calculée, donc surchargée ou chargée. La deuxième poutre, c'est la poutre PL2. Troisième poutre PL3. Quatrième poutre PL4. Cinquième poutre PL5. Sixième poutre PL6. Vous avez PL7, ainsi que PL8. Donc le PL n'est rien d'autre que la poutre ou les poutres longitudinales. Vous voyez? Donc c'est pour dire que j'ai combien de poutres de fils en fait, de fils de poutres longitudinales. Donc j'en ai donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Je fais la même chose également à ce qui concerne les poutres transversales. Donc j'ai PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6, PT7, PT8, PT9, ainsi que PT10. Donc là maintenant ça devient plus facile pour moi. Ok? Donc c'est pour dire quoi? J'ai combien de fils les poutres transversales? J'en ai donc au total 10. Alors, et après cela maintenant, ce que je fais, eh bien j'ai tracé directement le mécanisme des ruptures.
Alors, ce qu'on va d'abord essayer un peu de comprendre ensemble avec vous, même par définition, mes amis, qu'est-ce qu'on appelle en réalité plan de mécanisme de rupture? Il faut comprendre tout simplement que par mécanisme de rupture, il faut comprendre tout processus mécanique produisant bien sûr au sein d'un matériau. Comme dans notre cas ici, le matériau ce n'est que le béton armé. Vous voyez, puisque la poutre, donc sa composition, le béton armé, la dalle, c'est le béton armé. Donc c'est ça en fait le matériau principal pour notre cas ici. Ok? Donc c'est comme je dis donc par mécanisme de rupture, il faut comprendre tout processus mécanique produisant au sein d'un matériau. Ok? Donc justement, produisant d'un matériau, bien sûr, une discontinuité, ok, locale de manière ou de matière appelée justement fissure. Il est donc usuel de parler d'initiation de la rupture et de propagation de la rupture. C'est-à-dire quoi? Le mécanisme de rupture donne une idée claire à l'ingénieur, au moins de comprendre, d'avoir une idée comment est-ce que les fissures vont se créer sur la dalle compte tenu de la sollicitation, bien sûr, ou bien des surcharges appliquées sur les poutres. Ok? Donc, d'une manière brève, en fait, c'est ça. L'ingénieur déjà a une idée. Par exemple, si je regarde ici, j'ai en fait une idée claire à ce qui concerne le mécanisme de rupture, ainsi de suite. Donc, fil de poutre par fil de poutre. Ok? Donc, ça donne également une idée claire à ce qui concerne maintenant la sollicitation des fils de poutre. Ok? Alors, c'est ce que j'avais dit. Et après ça également, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? On avait calculé déjà ensemble avec vous, on avait commencé dans le calcul des éléments de réduction dans le poutre principal. Comment est-ce qu'on avait calculé donc le PL1? Déjà, ensemble avec vous, ce qu'on avait fait, on avait premièrement, donc, calculé d'abord le poids propre de la poutre. C'est ce qu'on avait calculé. Je vous avais dit que pour trouver les poids propres de la poutre, c'est simple. C'est juste question de prendre donc le HT, qui est bien sûr la hauteur totale de la poutre, moins l'épaisseur de la dalle, multiplié maintenant par la base de la poutre, multiplié par la masse volumique du béton. Alors, dès qu'on remplace ici, donc on prend, nous le savons très bien, le HT égale à 40, donc ça sera 0,40 m, moins l'épaisseur de la dalle qui est de 15 cm, donc ça sera 0,15 cm, 0,15 m, multiplié par 0,20, multiplié par la masse volumique du béton. Ok, donc on avait trouvé dans la valeur de 1250 Newton par mètre. Et après ça maintenant, on avait également calculé, évalué directement l'enduit sur la poutre, bien sûr. Mais néanmoins, c'est sur le 2 facettes ou le 2 faces. Ok, donc une fois calculé, le 2, ça représente tout simplement le 2 facettes. Dès qu'on remplace ici, donc on remplace tout simplement le valeur ici. Ok, ça représente déjà la hauteur de la poutre. Là, vous avez donc l'épaisseur, ok, de la dalle qui doit être déduite. Ainsi de suite, vous prenez également l'enduit multiplié par la masse volumique du béton non armé. On trouve une valeur de 105 Newton par mètre. D'où le poids propre de la poutre, on avait trouvé donc de 1355 Newton par mètre, puisqu'on a additionné donc les 1250 Newton par mètre plus 150 Newton par mètre. Ok? Après ça, les amis, on avait aussi calculé donc la maçonnerie sur la poutre. Comment on avait fait? On avait donc considéré, ok, pour notre cas, la maçonnerie donc est bien sûr uniforme, répartie justement sur la portée sans considérer bien sûr les ouvertures de baie. Ok? Donc, le mur qu'on avait utilisé ici, c'est un mur de 20, même épaisseur que la base de la poutre. Comment maintenant évaluer directement le poids des murs? Donc le PM, le poids des murs, n'est rien d'autre que, ça sera égal à BM, c'est-à-dire l'épaisseur, ok, justement du bloc, multiplié par H. H, c'est la hauteur sous plancher. À ne pas confondre les H ici et les H prime et les H minime T, les HT. Ça, c'est la hauteur du sous-plancher, mais les HT, ça représente tout simplement la hauteur de la dalle. Disons comment? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça représente la hauteur totale de la poutre. Donc, dès que vous déduisez ça ici, vous le multipliez maintenant, justement, par la masse volumique, et on trouve une valeur de 8320 Newton par mètre. D'où l'enduit, maintenant, on avait calculé, ok? On avait trouvé donc une valeur de 1155 Newton. Alors, par la pondération, maintenant, ce qu'on fait,
nous sommes censés maintenant d'additionner toutes ces valeurs, mais aussi le pondérer avec le 1.35 qui est bien sûr les coefficients de pondération d'une charge permanente. Donc, on prend le PP plus le PM plus enduit sur 1000 multiplié maintenant par 1.35. Et après avoir calculé, on avait trouvé donc une valeur de 1400, disons comment, de 14 621 newtons. On avait aussi vu les calculs de la dalle. À ce qui concerne la dalle, qu'est-ce qu'on avait dit? Nous prenons d'abord l'épaisseur de la dalle qui est de 15 cm et nous calculons directement le poids propre de la dalle ou le poids de la dalle. C'est-à-dire quoi? On prend donc les 15 cm qui sera donc en mètres, ça fera donc 0.15 mètres, multiplié par la masse volumique du béton, plus le revêtement, c'est-à-dire on rassemble les tout, ça fait 0.06, 2, multiplié par la masse volumique du béton non armé. En réalité, ici, c'est le 21 kN par mètre carré. Mais d'autant plus que nous sommes en train de travailler avec les newtons, il faut multiplier ça par 1000. Donc, ça fait directement 21 000 newtons. Ça fait directement 21 000 newtons par mètre carré. Et on trouve directement une valeur de 5010 newtons par mètre carré. Alors, à ce qui concerne la charge d'exploitation, on avait dit que la charge d'exploitation utilisée ici par rapport à ce type de projet, le bâtiment que nous sommes en train de calculer à la main, le bâtiment d'habitation R+5, on avait pris une charge d'exploitation de 4000 newtons par mètre carré. Maintenant, la charge totale pondérée de la dalle, on avait trouvé donc le PT2, c'est-à-dire le PI, égale à 12 764 newtons par mètre carré. Donc, retenez tout simplement cette valeur. C'est cette valeur qui fera fonction justement de surcharge de la manière dont nous allons procéder. Donc, 12 764 newtons par mètre carré. Et après ça, on avait évalué aussi le poids direct tombé, c'est-à-dire le poids direct tombé est égal au B0, c'est-à-dire la base de la poutre, multiplié par la hauteur, c'est-à-dire la hauteur de la poutre, les HT, moins les H0 qui est bien sûr l'épaisseur de la dalle, multiplié par la masse volumique du béton. Dès qu'on calcule, on trouve directement le poids du revêtement égal à 1250 newtons par mètre. C'est ce qu'on avait vu l'avant-hier, les amis. Je suis en train tout simplement de rappeler afin de continuer. Alors, après ça, dès qu'on finit, maintenant à ce niveau, on sort directement la poutre en question. Puisque à ce niveau ici, la poutre, c'est une poutre isostatique, puisque c'est une poutre reposant sur des appuis. Et donc, je peux également vous montrer l'illustration de ce qu'on avait fait. Voilà, déjà, la poutre qu'on avait évaluée, on avait surchargé, c'est cette poutre ici, dans le PL1. Étant donné que c'est un bâtiment symétrique, eh bien, c'est la même poutre également, à gauche ici le PL1. Donc c'est justement le même fil. Maintenant, étant donné que cette poutre a été déjà donc surchargée, maintenant nous allons évaluer les poids afin de surcharger également le fil de poutre PL2. Maintenant, nous allons évaluer, calculer ça. Le PL2. C'est très très simple. Retenez seulement le principe. Les amis, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau, à ce qui concerne le PL2? La première des choses, je suis d'abord obligé de voir les comportements du fil de cette poutre. Panneau par panneau. Je commence d'abord par les premiers panneaux ici. Sur le premier panneau, je vois très bien que la poutre subit, donc, je dirais ça clairement, double sollicitation, dont il y a présence de deux figures géométriques. Premièrement, j'ai un rectangle, et puis deuxièmement, j'ai un trapèze, ici. Donc, étant donné que c'est un bâtiment symétrique, donc je dirais que ce fil ressemble exactement à ça. C'est clair. Maintenant, le deuxième fil ici. Maintenant, la sollicitation ici, je vois également la figure géométrique que j'ai ici. C'est tout simplement donc un trapèze. Ça va de même avec la figure que j'ai à droite ici. Vous voyez? Alors, maintenant, je vérifie également pour la case d'ascenseur. À ce qui concerne la case d'ascenseur, vous le voyez très bien comme moi. Ici, je n'ai aucune sollicitation ici, là-dedans. Donc, il n'y a aucune figure
ni à gauche ni à droite. Ça va de même pour la case d'escalier. Donc, case d'ascenseur et case d'escalier. Mais attention, c'est vrai, je n'ai pas justement de figure là-dessus à ce qui concerne la sollicitation, mais néanmoins, pendant les calculs, je suis obligé d'évaluer ça, d'autant plus que le poids propre sera considéré. C'est-à-dire le PP, le poids propre de la poutre, seront bien sûr considérés. Regardez maintenant comment je vais procéder. Je vais rentrer directement dans le manuel. Voilà, donc je rentre rapidement dans le manuel. Voilà. Le 4,15 m ici, ce n'est que la valeur de LX. L'abscisse, ça fait 4,15 m, donc la plus grande portée. Maintenant, je suis obligé premièrement de trouver également la largeur, ok, la largeur justement de la rectangle. C'est cette largeur que jusque-là, donc je suppose que je ne connais pas. Je vais vous montrer comment je fais pour trouver dans les 0,5 m ici. Cependant, donc alpha égale à 0,24 inférieur, ok, à 0,4. Donc, comment maintenant je vais trouver cette hauteur ici? Alors, la hauteur du rectangle, généralement, doit être calculée par cette formule. Donc, LY sera divisé par 2. Le LX est là. Maintenant, le LY, c'est ici. D'autant plus que le LY est inconnu, donc je suis obligé d'abord de chercher la portée de LY. Je vais rentrer directement sur le plan, mécanisme de rupture. Je vais vérifier tout simplement la cotation ici. Ok, je vois déjà qu'ici, ça me fait 1 mètre. Donc, c'est ça la valeur de LY, le 1 mètre. Et donc, je vais rentrer là-bas pour continuer maintenant les calculs. C'est-à-dire ici, je suis obligé maintenant de prendre, donc le LY sera divisé par 2. C'est-à-dire le 1 sera divisé par 2. Et ça me donne une valeur de 0,5, d'où le LY recherché sera égal à 0,5. C'est les 0,5 mètres que vous voyez ici. Vous voyez? Et après maintenant, étant donné que c'est un rectangle, donc je suis tout simplement obligé de calculer maintenant la surface d'un rectangle. Vous le savez que la surface d'un rectangle, c'est vraiment simple, n'est que la longueur multipliée par sa largeur. Ce sont des formules qu'on a apprises à l'école secondaire. Dès que je remplace, et je trouve directement la valeur de 2,075 mètres carrés. Alors, d'où maintenant, je vais calculer directement le QU. Le QU, c'est-à-dire la charge qui sera appliquée sur cette poutre, sera tout simplement égal à S1, comme je vous avais montré hier, multiplié par P1, multiplié par PI. Le PI, c'est le poids qu'on avait calculé là-bas, les 12 000 quelque chose là que je vous avais montré. Sur le L1, multiplié par 1,35, qui est bien sûr la pondération, multiplié par le poids du revêtement. Aussitôt remplacé ici, on avait trouvé donc une valeur de 8070 Newton par mètre. Et voici maintenant les chargements qu'on avait fait. Voici donc son chargement. Vous voyez, donc c'est comme ça que la poutre a été chargée. Alors, maintenant, comme je vous avais montré ici, ok, maintenant nous allons faire maintenant pour le PL2. Je vais aller un peu rapidement puisque c'est le même principe car c'est simple. Le PL2. Déjà, il faut comprendre que le S, ok, dans la surface S1 est égal à SD. Donc S1 est égal à SD, d'autant plus que ce sont des rectangles. Et donc, je trouverai la même valeur de 2,075 mètres carrés, puisqu'on avait déjà calculé ça. Je vais vous montrer, donc c'est ça. OK? La longueur fois largeur. Alors, maintenant, le S1' sera également égal à S2'. Donc, étant donné que là, j'ai donc un trapèze, ce que je fais, c'est quoi? La formule des trapèzes, on en a donc apprise à l'école universitaire. Donc, ce n'est que le grand B plus le petit b multiplié par la hauteur divisé par 2. Alors, déjà, chez nous ici, le LX, l'abscisse, c'est 4,15 m. Le B, recherché ici, sera donc égal à LX moins LY. Dès que je remplace LX par sa valeur, donc le 4,15 m, je remplace également le LY par sa valeur et je trouve la valeur de 2,1. OK? Alors, directement, je remplace par la formule et je trouve le S1' égal à S2', sa valeur est là. Alors, après ça, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? J'additionne maintenant mes surfaces. OK? Étant donné que le D
sont des rectangles. Donc, j'additionne le S1 plus S2', S1 plus S1', S2 plus S2', et je trouve la valeur que vous voyez ici, de 27 800, de 5000, D, 7, 8, 1, 2, 5 mètres carrés. Alors, le S3 sera égal également à S4, ok? Je remplace directement par la valeur, donc le S, LX va changer, puisque là, je suis à ce niveau ici. Là, maintenant, je suis ici. Sa portée est de 4 mètres. Ça ne sera plus 4 mètres 50, mais c'est 4 mètres. À ne pas confondre. Dès que je remplace, je trouve la valeur est là. Je valide directement la surcharge, le QI. Ok, je remplace et je trouve sa valeur aussi. Q1 égale à Q2. Je fais la même chose également pour les Q3 et Q4. Ok, et je calcule, je trouve. Alors, pour les Q5 et Q6, c'est comme je vous avais dit, d'autant plus qu'il n'y a pas de sollicitation, mais néanmoins, je suis obligé de le pondérer avec le 1.35, le poids des revêtements ainsi que le poids des murs. Ok? Et donc, je trouve directement la valeur que vous voyez ici. Et voici donc son chargement. Jusqu'à là, je suis en train de charger, bien sûr, le fil des poutres. Mais je ne sais pas encore quel est le fil le plus sollicité, qui pourra m'aider directement, donc, de passer au dimensionnement. Là, je vais rentrer maintenant ici. Je passe maintenant au niveau du fil PL3. Ok, du fil PL3 que vous voyez ici. Alors, pour le fil PL3 également, la même procédure. Cette fois-ci, je vais aller vraiment rapide puisque c'est vraiment simple. Mais seulement, il faut savoir au moins que à ce niveau ici, j'ai deux balcons. J'ai deux balcons ici. Et donc, il y a présence des garde-fous ici. Les garde-fous seront donc considérés comme des charges ponctuelles, comme des charges concentrées. Ok, en faisant bien sûr une coupe transversale. Ok. Donc, je viens là. Là, déjà, vous voyez très bien. Donc, j'ai en réalité, ok, de l'autre côté, j'ai tout simplement un rectangle. Là, j'ai donc deux trapèzes. Là également, là, trapèze et rectangle. Trapèze, rectangle, trapèze, rectangle, deux trapèzes, rectangle. Ok, donc le principe reste le même. Je vais rentrer rapidement ici. Et puis maintenant, j'évolue. Pour le PL3, voici donc le chargement. Ok, tel que montré de l'autre côté. Comment trouver le valeur que vous voyez ici? Eh bien, on avait déjà calculé pour les rectangles. Donc, c'est très très simple à calculer. Je vous ai déjà montré comment calculer ça. Donc, ici, je peux que remplacer directement. Généralement, pour les rectangles, vous savez que la formule, ce n'est que longueur fois largeur. Mais tandis que pour les trapèzes, c'est le grand B plus petit b multiplié par la hauteur sur D. Alors, dès que je calcule, je trouve déjà S1 égale à S2. Ça donne une valeur de 2,05 mètres carrés. Et le S3 égale à S4, j'ai trouvé une valeur justement de 3,20 ainsi de suite. S3' sera égal à S4', j'ai trouvé la valeur de 4,3305 mètres carrés. Le S3 plus S3' sera égal à S4 plus S4', d'autant plus que ce sont de même, ok, ce sont justement de même figure. J'additionne le 2 pour simplifier en fait les calculs. Et je trouve directement la valeur globale. Ok? Je fais également pour S5 et S6. Je calcule et puis je trouve sa valeur. Ainsi de suite. Vous allez faire également pour S5', S6', égal. Donc, suivez tout simplement la même procédure. Dès que j'évolue comme ça, jusqu'à tel point que je vais maintenant calculer maintenant le poids. Ok? Donc, la surcharge. Donc, le Q1 sera égal à Q2. Q1 sera égal à Q2. Je calcule et je trouve sa valeur. Ainsi de suite, j'enchaîne. Je trouve également la valeur de Q3 qui sera égale à Q4. Je trouve la valeur de Q5 qui sera égale à Q6. Je trouve la valeur de Q7. OK? Et après, je calcule aussi, je trouve la valeur de Q8. Q8, Q9 aussi trouvé. OK? C'est justement par rapport à la configuration. Et dès que je termine, je viens directement surcharger donc la poutre ici. Avec bien sûr des charges concentrées comme je vous ai montré. D'autant plus qu'il y a des porte-à-faux dedans. Vous voyez? Et donc, je finis avec le PL3. Maintenant, je vais passer rapidement au PL4. Pour le PL4, je vais faire la même procédure. Je vais rentrer d'abord ici. Le PL4, ce n'est que ça. OK? Le PL4, c'est seulement ça.
Alors, déjà pour le PL4 ici, vous allez voir que, par exemple, pour ces fils, il y a présence d'un trapèze et un rectangle. Là, trapèze, trapèze. Là, seulement un rectangle. Là, trapèze, trapèze. Trapèze, rectangle. Et c'est tout. Vous voyez? Donc, je vais rentrer là également. Voilà, donc, exactement, c'est ça. Là, j'ai rectangle, trapèze. Trapèze, trapèze. Rectangle, trapèze, trapèze. Rectangle, trapèze. Je remplace tout simplement. Donc, je fais la même procédure. Vous avez, la formule ne varie pas. La même formule. Vous calculez et puis vous allez trouver donc le valeur que vous voyez ici. OK? Acheter, c'est livrer, donc c'est très, très, très important, les amis. Ça va vraiment vous aider. Comprenez que l'ingénierie, donc, c'est un domaine très, très sensible. Dépenser pour avoir de la connaissance, acheter des formations pour avoir de la connaissance, car le lendemain, vous ne serez pas d'ici. C'est le temps de vous former. Donc, là, directement, je calcule le qui 1 qui sera égal à qui 2. Je trouve donc sa valeur. Le qui 3 également, je trouve sa valeur. Le qui 5, le qui 4, donc qui 3 sera égal à qui 4. Le qui 5, je calcule, je trouve. Et puis, voici donc son chargement. OK? Je fais de même maintenant pour le PL5, toujours poutre longitudinale 5. Je vais rentrer également ici. Je vais vous montrer également la poutre PL5. Donc, en réalité, c'est ça. Alors, d'autant plus que c'est un bâtiment symétrique, je peux prendre qu'une seule portion, qu'une seule partie. Soit je prends le fil de gauche, tout comme le fil de droite. OK? Alors, ici, j'aurai donc un rectangle. Là, j'ai trapèze, rectangle, et puis trapèze, rectangle. Donc, je vais rentrer là. Donc, c'est ça. Vous voyez? Je calcule d'abord le S1. OK? Je calcule le S1, longueur fois largeur. Je trouve également la surface. Je calcule le S2 aussi. Donc, là, je vais directement donc remplacer. Je remplace tout simplement par la formule. Je trouve aussi la valeur de S, la section, la surface S2. Alors, après ça, maintenant, c'est que je suis obligé de faire c'est quoi? Eh bien, je trouve également la surface S2'. J'additionne maintenant le D. S2 plus S2'. Et je trouve la valeur de 3,45 mètres carrés. Dans la même procédure, les amis, je fais également de même pour S3. Je calcule S3', je trouve également S4. OK? Jusqu'à tel point que je vais maintenant évaluer aussi les poids. Donc, les QI 1. Je trouve les QI 1. Je calcule également le QI 2, le QI 3, le QI 4. Et après, là, maintenant, je vais charger directement donc la poutre. Vous voyez? Je fais également la même chose pour le PL6. PL6, je peux également vous montrer dans le fil de cette poutre. Donc, je peux rentrer rapidement ici. PL6, voici donc le fil PL6. PL6, c'est ça. OK? Donc, ce n'est qu'une poutre reposant sur des appuis. Une poutre qui n'est pas continue. Et donc, je vais calculer donc rapidement. C'est comme le premier cas. OK? Donc, c'est ça. Je remplace tout simplement la portée LX par sa valeur. Je calcule la section S1 qui sera égale à la longueur fois sa largeur. Je trouve donc la valeur de 2,71 425 mètres carrés. Je calcule les QI 1. OK, je trouve les QI 1. Je calcule directement et puis je charge la poutre en question. Maintenant, je vais faire également pour la poutre PL7. OK, dans l'avant-dernière, du fil des poutres longitudinales. Alors, cependant, maintenant ici, je vais faire quoi? Je vais rentrer rapidement ici pour encercler d'abord le fil. Donc, je prends le fil PL7. Je vais l'encercler. OK. Seulement ici, je vois qu'il y a présence d'un trapèze. De l'autre côté, trapèze rectangle. Là, j'ai un rectangle. De l'autre côté, rectangle, rectangle, trapèze rectangle et puis trapèze. Et donc, je vais calculer ça rapidement. C'est vraiment sympa. Là, je viens, je calcule d'abord la surface S1 qui sera égale à S2. Je calcule ça, je trouve sa valeur. Je calcule la surface S3 qui sera égale à S4. Je trouve sa valeur. Je calcule la surface S3' qui sera égale à S4'. Je trouve également sa valeur. Et puis, je calcule la surface donc S3 plus S3', que je vais additionner également S4 plus S4', et je trouve également sa valeur. OK, je valide directement le QI 1, qui sera égal à QI 2.
Ok, je trouve la valeur. Et puis maintenant, je vais calculer aussi le QI 3 qui sera égal à QI 4. Je trouve la valeur. QI 5 qui sera égal à QI 6. Je trouve la valeur. Et QI 7. Voici donc son chargement. Et enfin, maintenant, pour les poutres longitudinales, je vais calculer le PL8. Je vais rentrer d'abord sur le plan des mécanismes de rupture. La même portée, je vais travailler soit avec cette portée à gauche, tout comme sur les droites. Donc la portée ne varie pas, c'est toujours 4 mètres. Ok? Donc ça c'est le dernier fil, donc je vais rentrer rapidement ici afin de les calculer aussi. Donc la surface est un rectangle, donc S1 sera égal à la longueur fois largeur, donc je trouve directement sa valeur. Et puis là-dedans, maintenant je vais calculer rapidement directement le QI 1, je trouve donc sa valeur, bien sûr avec la pondération, et bien je les charge directement. Donc les amis, voici en fait ce que j'ai pu faire déjà ce qui concerne donc les chargements des poutres longitudinales. Alors étant donné que cela est fait, ok, maintenant je serai obligé de calculer maintenant, de faire les calculs des éléments de réduction des poutres longitudinales. Alors c'est-à-dire quoi? Parmi les poutres que moi, ok, parmi les poutres que moi j'ai chargées, donc je suis obligé premièrement de trouver rapidement dans la poutre, ok, dans la plus sollicitée, enfin, de continuer donc les calculs des éléments de réduction. Car cela détient, je pense qu'on peut arrêter à ce niveau pour cette formation. Ok, donc vous avez bien compris déjà comment calculer donc les poutres, comment surcharger ou charger les poutres longitudinales. Merci de votre disponibilité. Achetez ces livrets, contactez-moi inbox. Vous ne serez jamais déçus. Passez une excellente soirée. Au revoir.